ce que j'ai vu. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Linda Kebab nous a rejoint. Bonsoir Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP, syndicaliste policière. On va évoquer avec vous évidemment le travail des policiers et de vos collègues, travail difficile. Peut-être d'abord un focus sur ce qui s'est passé à Aubervilliers hier soir, en Seine-Saint-Denis, une collision entre un véhicule de police et un jeune à scooter. On fait le point avec Marie-Victoire Dudonné, je vous passe la parole. Au lendemain du drame, les lieux sont encore marqués par l'accident. Et parmi les habitants, l'émotion est grande. Certains ont été témoins de la collision mortelle. Et là, j'ai entendu boum, le grand boum, et là, je sors de la fenêtre, comme vous voyez le truc. Je vois de la fenêtre, et je vois le type, il était par terre. Je croyais juste une personne, mais apparemment, il y avait deux. Il y avait un monsieur là qui était blessé par terre. On m'a dit comme quoi que là-bas, il y avait un autre monsieur qui était en train de... On lui faisait la réanimation. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il était 19h30. À la suite d'un refus d'obtempérer, le scooter prend la fuite et se retrouve face à une voiture de police qui ne parvient pas à l'éviter. La collision sera mortelle pour le conducteur du scooter, âgé de 18 ans et originaire de La Courneuve, à quelques kilomètres de là. Dans un communiqué, le procureur écrit que la voiture de police a été contrainte de faire une embardée pour éviter un véhicule qui ne respectait pas une priorité et n'a pas pu éviter l'impact avec le scooter. Les secours arrivent sur place pour tenter de sauver le conducteur, sans succès. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une vise les policiers pour homicide et blessures involontaires, l'autre pour refus d'obtempérer. La garde à vue du passager a été levée dans la matinée. Linda Kebab, vous avez eu vos collègues, en tout cas sur cette affaire, ce refus d'obtempérer. Il y a la justice a déjà corroboré ou pas ce qui s'est passé? Vous avez entendu le communiqué du parquet de Bobigny. On ne peut pas dire que ce soit le parquet les plus conciliants avec les policiers. Néanmoins, les faits sont là, c'est très factuel. La vidéo le dit, les vidéos le disent même. Il y a une vidéo qui démontre le refus d'obtempérer. Le véhicule BAC arrive en renfort. Quelques minutes après, sans même que ce véhicule ne sait qu'il a face à lui le scooter concerné par le refus d'obtempérer, et le véhicule, le chauffeur en tout cas, est obligé de faire une embardée parce qu'à ce moment-là, il y a une autre voiture qui semble être un taxi, qui peut-être vient de déposer quelqu'un, qui sort sans respecter la priorité. La voiture de la BAC est obligée de faire une embardée. À ce moment-là, le scooter arrive en face très vite. Et la collision est inévitable. C'est un malheureux accident. Il s'est avéré que c'était le scooter qui venait quelques minutes avant de faire un refus d'obtempérer avec une autre voiture de police. Mais la vidéo, elle est là, c'est très factuel. Moi, je trouve triste. Alors, il y a évidemment un drame parce qu'il y a un homme qui décède. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne qui peut s'en satisfaire et les collègues sont extrêmement traumatisés. Néanmoins, c'est triste d'entendre les habitants des quartiers qui sont les premières victimes, vous savez, des incivilités, des rodéos motos, des refus d'obtempérer, parce que parfois, ces refus d'obtempérer sont accompagnés de décès d'usagers de la route, de passants, d'enfants, etc. C'est exactement la même chose avec le narcotrafic. Eh bien, ce sont malheureusement ces habitants qui émettent en permanence un doute à l'égard de l'action de police. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire que le dialogue entre la police et la population, c'est pas le dialogue entre la police et les délinquants, c'est cette population qui est victime de délinquants et avec une sorte de syndrome de Stockholm, prend parti à l'égard des délinquants, même quand la situation est évidente. Absolument. Il y a un vrai travail, je pense, de société à faire de ce côté-là. On va parler de ce qui s'est passé à Rennes aussi, parce que le week-end dernier, il y a eu une fusillade pendant plus d'1 heure dans un quartier de Rennes, à l'arme lourde, avec des policiers du RAID qui ont un peu temporisé avant d'intervenir. Et puis surtout, ce que vous disiez, ce sont des habitants qui sont pris au piège et traumatisés. On va juste écouter leur témoignage, et puis on va revenir avec vous sur les faits. On n'est pas habitué à ça, quoi. On se dit, on voit ça à la télé, on ne voit pas ça chez nous. Et là, je peux vous dire que c'est incroyable, quoi, de voir ça partait de partout, ça. On a l'impression d'être... Et moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'avoir peur. Et voilà ce qui s'est passé. La balle est rentrée par le montant de la fenêtre. Elle a sectionné le tourniquet pour monter le volet. Elle a suivi son chemin dans mon micro-ondes. Le plafond à l'autre bout aussi. Il y avait une balle de logée ici. Et si j'étais venu dans la cuisine, je serais mort actuellement. On est en guerre ici. Nous sommes en guerre. Pour récupérer un point de deal. Pour récupérer un point de deal. Donc nous sommes décidés, avec mes enfants, à quitter les lieux, définitivement. Et voilà, encore une fois, les habitants pris en otage. Linda Kebab.
Oui, les habitants là ici à Rennes, avec une spécificité de la capitale bretonne, dès fin février, alors certes la famille était connue, mais il y avait des enfants dans un appartement qui a été ciblé par des tirs et les ogives ont atterri pas loin des enfants. Quelques jours après, début mars, à Nîmes, une famille absolument sans histoire, traumatisée d'ailleurs, qui depuis a quitté son logement, a failli y passer des impacts de balles lors d'un tir contre une façade qui ont traversé les murs et qui se sont retrouvés dans un appartement à proximité d'enfants. On se souvient il y a quelques mois, cette jeune fille, Soukaina, qui a été victime d'un tir. Il y a quelques mois, ce monsieur à Dijon, un Kosovar qui a fui la guerre et qui a trouvé la mort en France, qui a été frappé également alors qu'il dormait dans son domicile. Et puis là, cette fusillade qui a duré plus d'1 heure, sur laquelle on peut largement échanger et discuter, parce qu'il y a une véritable polémique qui, je crois, est née en France concernant l'intervention des services de police. Mais surtout, c'est une métropolisation de la capitale bretonne, avec une ville qui n'arrive pas à endiguer certains phénomènes. C'est une ville aujourd'hui qui rencontre plus du double des faits d'infraction, notamment des vols avec violence et du narcotrafic. C'est une ville vraiment qu'on est en train de perdre. Alors on n'est pas dans l'arc méditerranéen, c'est pas encore l'épicentre du trafic de stupes breton comme Marseille l'est pour la France, mais néanmoins Rennes est vraiment en perdition aujourd'hui. Il y a une polémique autour de l'intervention des forces de l'ordre ce soir-là à Rennes. Ils ont mis du temps à intervenir, mais parce que les échanges de feu étaient extrêmement nourris aussi. C'est bien cela ? Alors en fait, les policiers dans les commissariats BAC et services d'intervention primo-intervenants, vous savez, les polices secours, sont formés à ce qu'on appelle les tueries de masse. Donc ce sont des formations qui sont dispensées depuis notamment les attentats du Bataclan, donc depuis 2015, mais c'est dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire avec une masse, potentiellement une masse de victimes face à un petit groupe de terroristes ou en tout cas de criminels. Là, on est sur des échanges entre deux groupes, donc on n'est pas du tout dans le même contexte, c'est pas du tout un lieu circonscrit comme ça peut l'être dans le cas d'un attentat, dans un quartier en pleine nuit où on n'a pas conscience en fait de la provenance des tirs. Et surtout, ce qui est important à préciser, c'est que quand vous intervenez dans une tuerie de masse, notamment par exemple à l'occasion d'un attentat, vous avez les victimes qui, elles sont évidemment absolument elles ne sont pas un risque pour les policiers, et vous avez en face les terroristes. Là, vous avez un risque des deux côtés. C'est-à-dire que la seule chose que vous gagnez à intervenir, c'est que les deux gangs rivaux qui à ce moment-là se font la guerre se retournent tous les deux et trouvent un ennemi commun. Et donc c'est une intervention qui ne peut pas être faite par des effectifs de sécurité publique, parce que la formation, enfin en tout cas le protocole prévoit que seules les forces d'intervention soient habilitées à le faire, notamment le RAID et le GIGN. Alors il y a des débuts de tir un peu avant 2 heures. Et les autorités décident de déclencher le raid au bout de 20 minutes, quand ils se rendent compte qu'au final, il ne s'agit pas d'un petit échange de tirs, mais d'une longue fusillade. Et le raid, les collègues du raid, eux, interviennent dans le délai prévu, une demi-heure. Un peu moins de 30 minutes après, ils sont sur les lieux. Et ils doivent progresser avec la nécessité de comprendre d'où viennent les tirs, avec un engin blindé. Et à ce moment-là, quelques dizaines de minutes après, eh bien, tout se calme. En réalité, la polémique, elle est née du délai entre le début des tirs et la décision de l'autorité. Et là, il faut interroger le préfet. Pourquoi 20 minutes ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps avant d'estimer que cette fusillade n'était pas qu'un simple règlement de compte de quelques secondes ? Mais autre chose, d'une autre... Mais l'intervention de police en soi, elle n'est pas longue. En réalité, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations comme dans certains pays où on est dans l'imaginaire, on imagine un peu l'Amérique du Sud avec ce type de situation. En réalité, le fait, c'est qu'on a 2 gangs qui sont extrêmement bien dotés, avec de l'arme lourde, avec des gilets lourds, avec des marquages sur les gilets pour éviter les tirs fratricides, et surtout une bonne organisation aujourd'hui du narcotrafic en France, à l'image de ce qu'on peut connaître en Amérique du Sud depuis longtemps. Louis Dragnel, une question. Ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est que vous parlez d'un dispositif de policiers qui sont formés aux tueries de masse pour mettre fin en fait à un conflit entre dealers, conflit de trafic sur fond de trafic de stupéfiants. Ce qu'on observe de plus en plus, moi je trouve depuis quelques mois, c'est l'intervention de forces qui habituellement ne faisaient pas ça. Le RAID faisait plutôt ce qu'on appelait des interventions de très haut du spectre avec du terrorisme ou alors des personnes retranchées où il y avait vraiment une menace ultra caractérisée. Et de plus en plus, il y a une forme de glissement. Le RAID intervient pour les émeutes comme la BRI et d'ailleurs le GIGN l'a fait également. Et puis là, on voit le RAID sort de plus en plus pour, sur des fonds de trafic de stupéfiants. Pour vous, qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire que maintenant, pour des choses qui étaient, je dis pas banales, mais des choses qui étaient qui nécessitaient pas l'emploi d'une force très très élevée, bien maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que le RAID en fait pour venir mettre fin en fait à ces agissements.
Alors la tuerie de masse, c'est vraiment le contexte terroriste, attentat. Et ça, les effectifs de sécurité publique sont formés pour ça. Là, on est vraiment sur de la criminalité. Et en l'occurrence, c'est pas forcément le cœur de métier des forces d'intervention. En tout cas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, qui ont plutôt l'habitude d'intervenir sur des personnes retranchées, des prises d'otages. Mais éventuellement, en cas de fusillade de ce type-là, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sur un court laps de temps, comme on peut le voir au quotidien, eh bien à ce moment-là, ce sont les forces d'intervention qui sont les seules habilitées. Alors on n'a pas l'habitude parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est de plus en plus récurrent. Alors, c'est ça qui est frappant. C'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de fusillade en France, donc on n'imagine pas les forces d'intervention à ce moment-là être déployées. Il y a un glissement évidemment, et vous l'avez très bien précisé, notamment avec les émeutes cet été, ou alors que les violences urbaines, les émeutes, c'est pas du tout le cœur de métier de nos collègues des forces d'intervention, qui sont pourtant allés au casse-pipe avant d'être remerciés par des mises en examen, je rappelle. En effet, pourquoi il y a un glissement ? Parce qu'il y a, je pense, un dépassement aujourd'hui des services de la France, quels qu'ils soient, face à une hausse de la criminalité, avec des services de police, de gendarmerie, mais également de justice, qui sont dépassés et qui n'arrivent pas, lorsqu'il y a une crise, à endiguer un phénomène. Du coup, est-ce qu'il y a un risque de saturation ? Mais il y a un risque de saturation permanent. De toute façon, les forces de sécurité en France sont saturées en permanence. Il y a vraiment, je ne dis pas ça parce que j'en fais partie, mais il y a une forte résilience chez les forces de sécurité et une capacité malgré tout à se renouveler individuellement, parce qu'en fait il y a l'amour de la mission, mais évidemment qu'il y a une saturation et la moindre crise, on l'a vu l'été dernier, provoque finalement une situation qui n'est pas tenable, avec malheureusement peut-être des politiques aujourd'hui qui en ont conscience évidemment et qui font de la sécurité un peu une variable d'ajustement. Linda Kebab, vous êtes policière. La semaine dernière, les magistrats du tribunal judiciaire de Marseille ont été auditionnés au Sénat par la commission d'enquête sur le narcotrafic. Ils ont tenu des propos qui nous ont vraiment marqués à CNews et à Europe 1. On va écouter le procureur de la République, Nicolas Bessonne, qui lui dit « La bataille contre les narcotrafiquants est perdue ». On écoute. Il faut être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. Quand vous entendez ce procureur de la République de Marseille dire ça, Linda Kebab, vous, policière, vous bondissez ou pas ? Vous dites, oui, on se bagarre tous les jours sur le terrain. On se bagarre tous les jours, comme vous dites, sur le terrain. Ce procureur, en plus, émet des suppositions parce qu'il dit corruption ou incompétence. Ouais. En fait, sans jamais remettre en question, alors que du coup, en fait, on n'est pas là pour remettre en question l'action des magistrats, mais lui remet en question l'action des policiers. Moi, je peux vous dire qu'à Marseille, les policiers sont confrontés en première ligne, bien plus que les magistrats, bien plus que n'importe quelle autre profession, au narcotrafic dans la ville. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est, je vous ai parlé il y a 2 secondes de saturation. Oui, les services de police sont saturés, même dans la lutte contre le trafic de stupes. Et je suis désolée, mais quand on dit, et c'est vrai, on a perdu la bataille. La France a perdu la bataille du narcotrafic. À Marseille, aujourd'hui, la ville n'appartient plus du tout à l'état de droit. C'est pas le fait des policiers. Les policiers sont là à remplir un tonneau de Danaïde depuis des années, ça fait des décennies. On ne cesse de le répéter, tout en étant nous-mêmes taxés d'être dans... le nourrissement de la peur, alors qu'au final, vous avez aujourd'hui un magistrat qui dit la même chose et qui n'a peut-être pas le courage aussi de dire que c'est un enchaînement peut-être de politiques qui n'ont pas été à la hauteur, mais ce sont aussi des services de justice et peut-être ferait-il mieux son travail à dire que les services de justice manquent eux-mêmes de moyens. Les magistrats, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'envoyer en prison aujourd'hui des délinquants, donc s'ils vont en prison, c'est bien que les policiers ont fait leur travail et que les procédures ont été bien menées. Les délinquants qui vont, enfin les criminels qui vont en prison du narcotrafic, la prison ne les arrête pas. Parce qu'ils continuent le trafic de stupes dans les prisons. Ils ont aujourd'hui, avec le progrès technique, la possibilité de gérer aussi bien les trafics que même les tueries. Les assassinats sont commandités depuis les cellules de prison. Ça, c'est pas le problème des policiers. Et puis, le fait qu'il y a une capacité de recrutement des réseaux marseillais partout en France. C'est-à-dire qu'on a un vivier. C'est horrible parce qu'on a l'impression de parler de commerce.
On a un vivier aujourd'hui qui se tarit à Marseille en matière de main-d'œuvre localement. Et donc, du coup, avec les réseaux sociaux, il y a une capacité de recrutement des personnes pour venir nourrir le trafic de stupes. Et lorsque vous démantelez un réseau à Marseille, il y en a un autre qui prend le relais. Donc, au final, ce n'est pas tant un problème de police, parce que ce n'est pas un problème de police d'avoir aujourd'hui déjà une absence de politique sanitaire et sociale quant à la consommation de stupes, parce que pas de consommation, pas de trafic. Ce n'est pas le problème de la police quant à l'absence de prévention et d'éducation et de voir des jeunes enfants de 10 ans commencer à guetter. C'est la police qui vient essayer d'endiguer le phénomène, mais à la base, il y a quand même, je pense, d'autres institutions d'État qui ont peut-être leur mot à dire. Et ce n'est pas le problème aussi de la police de voir qu'il y a des trafiquants qui commanditent des assassinats depuis leur cellule. Donc nous, on fait comme on peut. J'ai des collègues très régulièrement depuis Marseille qui nous disent qu'on est débordé, que désormais même les petites affaires, les toutes petites, juger les petites affaires à Marseille, tout est relatif, eh bien les affaires sont classées non pas par incompétence, mais par manque de temps. Et lorsque vous arrivez au bout de la durée de l'enquête préliminaire, il y a des durées légales pour les procédures, eh bien on fait ce qu'on appelle des classements verticaux, classements sans suite, parce qu'on n'a pas le temps de traiter. Il faut s'occuper des grosses têtes de réseau qui, elles, quand elles se retrouvent en prison, eh bien je vous l'ai dit il y a quelques secondes, continuent leur activité. Moi, je pense sincèrement que oui, on a perdu la bataille du narcotrafic à Marseille, et que la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'éviter que certaines villes, on parlait de Rennes il y a quelques secondes, ne connaissent le même sort. Merci beaucoup, Linda Kebab, pour ce constat terrible mais réaliste de la réalité de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup, syndicaliste policière SGP. Merci Louis de Ragnel, merci Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos 2 ans.